Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier mon collègue, mais surtout mon ami Kevin Magnier-Méran, qui est à l'origine de ce colloque virtuel, compte tenu du contexte très délicat que nous vivons tous en ce moment, du contexte pandémique, et qui conduit à ce que nous soyons tous confinés et à ce que nous ne puissions évidemment tenir physiquement cette manifestation scientifique d'ampleur. Oui, je le remercie, Kevin, parce que d'avoir maintenu cette manifestation intellectuelle, parce que je crois que cette manifestation, bien sûr, est une très heureuse initiative, parce qu'elle nous permet de rentrer dans la matière du droit des contrats des d'affaires, de revenir sur les fondamentaux du droit des contrats d'affaires, et d'y revenir par le prisme de leur contenu, et bien que sont les clauses, qui constitue quand même l'essence d'un contrat d'affaires. Et en cela, c'est une initiative très, très heureuse. Ce d'autant que, vu l'ampleur du programme, le praticien, le rédacteur de contrat, devrait, me semble-t-il, avoir un guide complet, un closier virtuel, pour reprendre les termes du programme, à l'issue de cette journée qu'il pourra, et c'est à peu près l'un des seuls avantages du colloque à distance organisé lui-même comme il le souhaitera, il pourra donc disposer de ce closier virtuel pour se lancer dans cette opération passionnante d'un point de vue intellectuel, qu'est la rédaction d'un contrat. C'est une opération passionnante, oui, d'un point de vue intellectuel, parce que comme le relève très justement le programme, en tout cas l'introduction du programme élaboré par les soins de Kevin Magnier-Méran, on comprend que l'imagination du rédacteur de contrat est au centre de l'opération de rédaction contractuelle. Et c'est là tout l'intérêt, toute la fascination qu'exerce cette opération, la créativité, au-delà, bien sûr, des quelques îlots d'ordre public, est toujours de mise dans l'entreprise de rédaction d'un contrat. Alors, la journée qui aurait dû se tenir physiquement, mais qui se tient aujourd'hui à distance, est organisée autour de plusieurs articles œuvrant comme des conseils, guidés, interprétés, recommandés. Et Kevin a placé mon intervention dans le premier article de la belle série qu'il a organisée, le premier étant intitulé Guidé. Juste après, donc, le sien consacré au préambule. Et finalement, les deux sujets ne sont pas si loin. Parce que je vais m'intéresser aujourd'hui à une clause particulière du contrat. Une clause que l'on trouve très souvent dans les contrats informatiques, dans les contrats numériques, mais aussi, du reste, dans bon nombre de contrats d'affaires. C'est la fameuse clause d'intégralité, ou encore la clause des 4 coins, ou peut-être plus connue sous son nom anglo-saxon, sous sa terminologie anglaise, la clause d'entire agreement. Alors, pour bien comprendre les choses, je crois qu'on peut citer les mots très significatifs d'Anne-Sophie Puget dans une proposition de formule qu'elle rédige spécifiquement pour cette clause. Et Anne-Sophie Puget commence donc son commentaire de formule en évoquant, en s'interrogeant de la manière suivante, ce qui me semble très significatif, et parfaitement répondre à la logique de la clause d'intégralité: comment s'assurer que l'on est d'accord sur les termes d'un accord. C'est là toute l'ambition, tout l'objectif de la clause d'intégralité. Alors, peut-être encore avant d'en proposer une définition, la clause d'intégralité, je crois qu'on peut dire qu'elle tend à l'exhaustivité, elle tend à la complétude. En fait, elle répond à cette volonté que l'on doit se satisfaire de ce qui est déterminé. On doit se satisfaire de ce qui est déterminé. Donc pour dire les choses plus précisément, avec la clause d'intégralité, en réalité, les parties conviennent que l'écrit qui matérialise le contrat définitivement convenu entre les parties contient l'intégralité, d'où bien sûr le nom de la clause, des obligations qui en découlent. Donc, là-dessus, on peut être très clair, la clause a ce que l'on pourrait considérer comme un effet restrictif. Elle déploie un effet restrictif. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible, plutôt, de découvrir de nouvelles obligations à partir d'éléments antérieurs à la Convention, comme par exemple des documents qui auraient pu être échangés pendant la période précontractuelle. Le contrat, bien sûr, il a son histoire, le contrat, il a son passé, le contrat, il a presque ses propres travaux préparatoires, et il s'agit, avec la clause d'intégralité, de ne plus s'en occuper, d'en faire table rase, de faire presque comme si ceci n'existait pas. C'est la logique de la clause d'intégralité. Donc on voit bien
avec cette clause des quatre coins qu'il y a une volonté de calquer le négocium sur l'instrumentum, une volonté de calquer ce qui est convenu sur ce qui est écrit, donc un souhait d'enfermer le contrat et ce qu'il véhicule dans ce qu'il dit littéralement, c'est-à-dire entre ces quatre coins, d'où son autre appellation. C'est-à-dire qu'on enferme le contrat dans les limites de ce qu'il écrit. Et c'est bien là tout le sens de la clause des quatre coins. Donc on est bien loin de la clause dite de voisinage, clause de voisinage qui, elle, en revanche, invite dans certains cas à se référer à la période précontractuelle pour interpréter le contrat, bien qu'il y ait beaucoup de variantes de la clause de voisinage. Alors, pour terminer cette brève introduction de la clause d'intégralité, peut-être deux remarques, deux observations pour achever cette introduction. Tout d'abord, on comprend, je crois, une fois que celle-ci est exposée, tout l'intérêt de la clause des quatre coins ou d'intégralité. D'abord, elle permet évidemment de diminuer les risques de survenue d'un litige, en séparant le résultat, le produit fini, le contrat, de tout le processus qui a conduit à ce résultat, la période précontractuelle. On sépare le produit fini de ce qui a conduit à la réalisation de ce produit fini. Ainsi, on évite bien sûr les risques de litige. Elle permet aussi, surtout d'éviter que l'on se serve des pourparlers, pour prétendre que ce qui est désormais convenu ne correspond pas exactement à ce qui a été discuté auparavant. Autre grand intérêt de la clause des quatre coins, qui rejoint du reste l'intérêt précédent. Et plus précisément, c'est grâce à ce type de clause que l'on peut éviter la contractualisation des documents publicitaires, comme l'expliquent certains auteurs, et ce qui me semble très important quand on connaît les débats qu'il y a pu y avoir autour de cela. Avec la clause des quatre coins, on évite toute discussion sur cette question. Donc c'est vraiment, de ce point de vue-là, une clause très intéressante, et ce sont là principalement les intérêts majeurs de la clause d'intégralité. Ensuite, deuxième remarque pour terminer cette introduction, où trouve-t-on le plus souvent des clauses d'intégralité? J'ai déjà évoqué rapidement ce point au tout début de mon exposé. Alors, peut-être pour comprendre pourquoi on utilise d'ailleurs une terminologie anglo-saxonne, la clause des quatre coins s'est principalement développée dans les contrats internationaux, sous le nom, comme je l'évoquais à l'instant, de clause d'entire agreement. Mais elle commence, il faut bien en convenir, à rencontrer du succès aujourd'hui, depuis quelque temps d'ailleurs, dans les contrats de droit interne, et notamment dans la pratique informatique, dans la pratique numérique, et elle rencontre aussi un certain succès, bien sûr, dans les contrats qui ont une longue histoire. C'est-à-dire les contrats qui ont eu une période de pourparlers plutôt longue, qui s'est étalée dans le temps, et dans laquelle beaucoup de documents se sont succédés, dans laquelle beaucoup d'étapes ont été franchies, qui ont souvent été cristallisées par des accords, par des lettres d'intention. En quelque sorte, ici, la clause d'intégralité, et pardonnez-moi l'expression, fait le ménage. Et c'est tout son intérêt, peut-être, de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça qu'on la retrouve ici. Donc fréquemment dans les contrats du numérique, il est vrai, mais aussi dans d'autres contrats de droit interne qui ont eu une longue histoire précontractuelle, si on peut évoquer en utilisant cette expression. Alors, à lire la doctrine, et peut-être plutôt à regarder ce qui se passe en pratique, on comprend qu'il y a deux variétés de clauses d'intégralité. La première, plutôt classique, serait ce qu'on appelle l'intégralité légère. Donc la première serait une forme d'intégralité où l'idée serait que, très basiquement, l'on ne peut déduire d'obligations complémentaires de documents antérieurs au contrat, c'est-à-dire les pourparlers. L'accord des parties se limite aux quatre coins du contrat. Ça, ce serait la première, l'intégralité légère. La seconde va plus loin. Elle serait une forme d'intégralité renforcée. Elle serait une forme d'intégralité renforcée. Pourquoi? Parce que ce que l'on veut ici, c'est créer un hermétisme absolu entre la période précontractuelle et le contenu contractuel, le contenu définitif, le contenu du contrat. L'idée de cette forme particulière de stipulation, c'est que le juge ne pourra pas, en interprétant le contrat, utiliser des éléments qu'il trouverait dans les pourparlers.
Donc ceux-ci sont totalement relégués hors champ contractuel. Ici, ceux-ci sont totalement mis à l'écart. On a vraiment cette étanchéité complète entre le contenu contractuel et le passé précontractuel. Donc ce que je vous propose de faire dans cette introduction, dans cette contribution, pardon, après cette brève introduction, c'est d'envisager ces deux types de clauses d'intégralité, l'une après l'autre, étant entendu que la seconde prête certainement plus, à mon sens, à discussion que la première. Alors, s'agissant tout d'abord de l'intégralité légère. Alors là, vraiment, c'est le cœur de l'intégralité. On cherche à éviter que les pourparlers ne soient la source d'obligations complémentaires, et c'est finalement quelque chose que l'on rencontre assez fréquemment. Alors, généralement, ici, en essayant de remettre mon slide de manière à ce que ce soit bien en correspondance, voilà, généralement, la rédaction de ce type de clause correspond à deux étapes. Il y aurait deux étapes dans la façon de rédiger la clause. D'abord, on a une formule souvent assez classique, où on explique que tous les engagements antérieurs sont révoqués. Donc d'abord, formule très classique, on nous dit les engagements antérieurs sont révoqués. Ensuite, deuxième étape, on indique que les documents échangés pendant la période précontractuelle, sont privés de toute valeur juridique. Ensuite, on va nous dire, voilà, les documents échangés auparavant sont privés de toute valeur juridique. En quelque sorte, on désactive la force obligatoire de ces contrats. Quels sont ces éléments? Correspondance, lettre d'intention, proposition, contre-proposition, etc. Alors, sur cette deuxième étape, peut-être deux réflexions pour la pratique de rédaction. Première réflexion, qui est plutôt une interrogation, faut-il énumérer ces éléments qui sont privés de valeur juridique? Peut-être, mais surtout pas de manière exhaustive dans la clause. Surtout pas de manière exhaustive. Il faudrait alors préciser que les éléments listés n'ont simplement qu'une valeur d'exemple et que l'on ne saurait, bien sûr, c'est limité. C'est limité. Pour ne pas être enfermé, bien sûr, dans quoi que ce soit. Ensuite, et là je reprends bien sûr certains auteurs, les remarques de certains auteurs, pour des raisons, je crois qu'on pourrait presque qualifier d'esthétique contractuelle, mais aussi quand même de cohérence intellectuelle, il conviendrait, comme l'ont fait remarquer plusieurs, de ne pas retenir des expressions que l'on voit parfois comme l'annulation des correspondances antérieures, ce qui globalement ne veut pas dire grand-chose, puisqu'il est évidemment difficile d'annuler une correspondance. Donc bien faire attention au choix des mots, et ça je crois que c'est très important, et ne pas utiliser le mot annulation aussi facilement que cela. Alors, que dire sur ce type de clause? Pas grand-chose à dire vrai. Personne, bien sûr, ne doute de sa validité. En doctrine, on considère que la clause matérialise en quelque sorte un mutus dissensus sur les engagements qui avaient été pris auparavant. Lors de la première étape, les engagements antérieurs sont révoqués, c'est clairement cela. C'est-à-dire que là, les parties conviennent par la clause d'intégralité, par la clause des quatre coins, eh bien que on met un terme à ces engagements, donc il y a un mutus dissensus qui intervient sur ce point-là, selon certains auteurs, et ce qui est tout à fait, évidemment, judicieux. La jurisprudence, quant à elle, est sur la même ligne, hein, je crois qu'on peut évidemment le comprendre. La jurisprudence est sur la même ligne, elle reconnaît depuis longtemps la validité de ces clauses, et d'ailleurs, il faut bien comprendre qu'en réalité, il y a très peu de décisions qui sont rendues sur ce sujet, ce qui montre sans doute que la clause n'appelle pas de difficultés majeures dans le contentieux, à tout le moins sur le point de sa validité. Et puis, il faut aussi remarquer, et ce qui conforte sa validité, si elle avait besoin d'être confortée bien sûr, c'est que les instruments internationaux de codification les plus célèbres vont dans le même sens que la doctrine française et la jurisprudence française, et la reconnaissent expressément. On la voit dans les principes unidroit, première chose, mais aussi dans les principes du droit européen des contrats, où elle est expressément prévue. Et sur ce point, l'ordonnance du 10 février 2020 ne devrait évidemment pas changer grand-chose sur la validité de la clause d'intégralité, à tout le moins, j'insiste pour le moment, sur sa forme légère, celle qu'on voit le plus fréquemment en pratique, c'est-à-dire ne pas déduire ou découvrir d'obligations complémentaires dans la période des pourparlers et s'en tenir au contenu définitivement convenu entre les parties. Après, j'aimerais attirer votre attention peut-être sur deux points de vigilance, si l'on finit sur cette première variété de l'intégralité. Il y a deux points de vigilance qui me semblent essentiels.
D'abord, comme d'autres, bien sûr, l'ont fait justement observer, une clause d'intégralité n'empêche pas, si on prend cette expression bien connue, le forçage du contrat, sur le fondement de l'article 1194 du Code civil. Je rappelle rapidement le contenu de l'article 1194, que tout le monde connaît sous son ancienne numérotation, l'article 1135 du Code civil. Les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l'équité ou la loi. Donc ça, bien sûr, ce forçage du contrat auquel a pu donner lieu l'article 1135 n'est pas empêché par la prévision, par la stipulation d'une clause d'intégralité. Et on peut bien sûr continuer de découvrir des obligations dans le contrat en dépit de la stipulation d'une clause d'intégralité. Je rappelle que la clause d'intégralité met à l'écart, relègue de côté la période des pourparlers. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut tout de même tenir compte du droit de la consommation. Et ça, je crois que c'est important. Certains auteurs ont déjà fait observer que la commission des clauses abusives est plutôt réticente face aux clauses écartant la valeur contractuelle des documents publicitaires et peut parfois, à certains égards, les considérer comme abusives. Aussi, il conviendrait, pour plus de précautions, me semble-t-il, d'éviter les clauses d'intégralité dans les contrats de consommation et plutôt les réserver aux contrats d'affaires. Donc voilà pour cette première partie, ce premier point, les clauses d'intégralité légères, si je puis dire, les plus fréquentes, qui n'appellent pas véritablement de difficultés, si ce n'est que, il faut bien comprendre qu'elles devraient peut-être à la pratique être plutôt réservées aux contrats d'affaires, mais c'est finalement le sujet de notre journée virtuelle à laquelle Kevin Magnéméran nous a conviés. Alors, s'agissant maintenant de l'intégralité renforcée. L'intégralité renforcée, c'est quelque chose de... On est un cran au-dessus avec l'intégralité renforcée, c'est quelque chose de... Pas nécessairement de plus complexe, mais de plus intense. Je rappelle peut-être l'objectif de cette variété particulière de l'intégralité. C'est-à-dire qu'avec l'intégralité renforcée, les parties vont tenter de rendre le contrat entendu comme un produit fini, totalement étanche de la période des pourparlers. Totalement étanche de la période des pourparlers. Ça veut dire quoi? Cela signifie que ce n'est pas seulement que les pourparlers ne peuvent pas donner lieu à une obligation complémentaire, ça ne s'arrête pas là. C'est qu'en plus, le contrat, le produit fini, ne peut pas être interprété à l'aide des pourparlers. Donc ça, c'est la logique de la clause d'intégralité renforcée. Le contrat ne peut pas être interprété à l'aide des pourparlers. Alors, première réflexion peut-être, évidemment, cette clause doit être spécifiquement prévue. Elle ne peut pas... Enfin, la clause d'intégralité, ou disons plutôt la version renforcée de la clause d'intégralité ne peut pas être déduite d'une clause classique d'intégralité légère. Elle n'est pas, bien loin s'en faut, son prolongement naturel. La clause d'intégralité légère ne postule pas éventuellement une clause d'intégralité renforcée. Il faut qu'elle soit spécifiquement envisagée. Alors que peut-on en penser de cette variété particulière de l'intégralité? Alors on peut peut-être être plus réservé face à ce type de clause. Plus réservé pourquoi ? Parce que l'on touche à la grande problématique, passionnante d'un point de vue intellectuel du reste, des clauses relatives à l'interprétation du contrat. Sont-elles valables? C'est difficile, la question est difficile. C'est difficile d'avoir une réponse tranchée sur cette question. Pour conclure à leur validité, bien sûr, on pourrait exciper de la liberté contractuelle. Après tout, les clauses relatives à l'interprétation du contrat ne sont pas interdites. Et puis, les principes européens du droit des contrats les admettent. Ils sont très clairs sur ce point. Les principes les admettent, à une réserve près, qui est une réserve de taille ceci étant, il faut qu'elles aient fait l'objet d'une négociation individuelle. Mais sous cette réserve-là, elles sont admises. Cependant, ces clauses peuvent susciter quelques réserves, me semble-t-il. Finalement, si l'on essaye d'y réfléchir de manière plus approfondie, elles peuvent revenir à empêcher l'interprétation. Si c'est dans la période précontractuelle que l'on trouve la réponse, si c'est dans la période précontractuelle que la clé de l'énigme de l'interprétation se trouve, le juge est alors, ni plus ni moins, empêché, et la convention va rester obscure, ce qui est un problème. Du coup, il y a fort à parier
que le juge ne se sente pas lié par la clause et qu'il mette la clause de côté pour interpréter le contrat. Alors, on pourrait toujours objecter que le juge, de toute façon, n'est jamais véritablement empêché, parce qu'il pourrait se référer à la possibilité d'interpréter le contrat par référence à, nous dit l'article 1188 du Code civil, une personne raisonnable placée dans la même situation. Donc il pourrait éventuellement s'y référer. Donc, si la clause d'intégralité renforcée, va-t-on dire, revient à empêcher le juge d'interpréter le contrat, ce n'est pas tout à fait exact, parce que, eh bien, il pourrait éventuellement recourir à l'article 1188. Ceci étant, l'incertitude notionnelle autour de la personne raisonnable, ce qui a déjà été relevé par plusieurs, est tout aussi délicate que l'incertitude de la période précontractuelle et que l'on souhaitait mettre de côté. Ensuite, il faut bien convenir que l'éventuel caractère impératif des règles relatives à l'interprétation est encore discuté aujourd'hui, depuis l'ordonnance du 10 février 2016, de sorte que si ces clauses d'intégralité renforcée doivent être stipulées, il faut avoir conscience, me semble-t-il, que leur validité n'est pas totalement assurée, et d'ailleurs, peut-être ces clauses pourraient-elles elles-mêmes être contestées sur le fondement de l'article 1171 du Code civil dans les contrats d'adhésion. Donc voilà, en définitive, ce que l'on pourrait dire sur la clause d'intégralité renforcée, c'est que ces clauses suscitent quelques réserves quant à leur validité, à la différence des clauses d'intégralité légères, qui, elles, ne posent aucune difficulté quant à leur validité, mais nécessitent bien sûr l'attention très scrupuleuse du rédacteur de contrat. Voilà pour ce qu'on appelle la fameuse clause des quatre coins, ou sous son nom plus juridique, la clause d'intégralité. Voilà donc pour cette clause très particulière, qui consiste à créer vraiment une ligne très étanche entre la période précontractuelle et le contenu définitif du contrat, finalement ce fameux produit fini. Voilà pour donc cette première partie, guider le rédacteur de contrat. Il ne me reste plus qu'à remercier ceux qui m'écouteront, bien sûr, et mon collègue et ami Kevin Magnier-Méran pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce sujet.